Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Nexus. Si vous êtes chez nous, c'est que vous êtes déjà courageux de regarder de l'actualité, mais encore plus d'essayer de chercher l'envers du décor, ce qu'on ne nous raconte pas dans les médias traditionnels. Et une des choses principales aujourd'hui, c'est personne ne demande d'enquête sur les vaccins Covid. En 2021, il y a eu les premières campagnes où on a fait vacciner en France et en Europe à tour de bras avec un vaccin, une thérapie expérimentale, et personne ne demande d'enquête. Où est-ce qu'on en est ? Et aujourd'hui, on va vous parler des nouveautés, puisqu'en 2025, il y a eu beaucoup de nouveaux sur la question de la transparence des pays. En Angleterre, en France, et on va essayer d'en apprendre avec notre invité sur ce qu'il s'est passé en Italie et en République tchèque. Nous sommes avec un statisticien qui a fait beaucoup de travaux très intéressants depuis 2021, notamment sur sa chaîne Décoder l'écho. On est avec Pierre Chaillot. Bonjour, merci d'être avec nous, Pierre. Et bonjour Romain, bonjour Nexus et bonjour à tous. Et merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui t'a choqué le plus ces derniers temps sur ces sujets-là ? Et tu nous as dit que toi, tu avais trouvé dans tes travaux, tu es allé notamment dans l'Est de l'Europe voir d'autres choses qu'on n'avait pas vues forcément. Alors, différentes choses. En fait, depuis qu'il y a des grandes campagnes de vaccination en France, si on veut une date précise, les premiers vaccinés en France, c'est dernière semaine de l'année 2020. Donc les personnes très âgées, il y a eu des premières vaccinations. Ensuite, sur toute l'année 2021, il y a eu différentes vagues. Il y a eu différentes vagues qui ont eu lieu par tranche d'âge. Avec tout d'abord les plus âgés dans les EHPAD, les maisons de retraite. Et puis ensuite, ça a été de plus en plus jeune jusqu'à la grande vague de vaccination qui a eu après la mise en place du pass sanitaire qui date de juillet 2021. Donc là, ça, c'est des grandes dates et des grandes échelles. À ces moments-là, on savait déjà que la vaccination posait des problèmes de différentes manières. Déjà, les premières remontées de pharmacovigilance, c'est-à-dire des médecins, les premiers, ce sont des médecins qui se sont plaints et qui ont fait remonter le fait qu'il y avait des décès de la part de patients qui étaient tout fraîchement vaccinés chez les personnes âgées dans les maisons de retraite. Ça date de la première semaine de vaccination, avec un premier élément qui est remonté à la Direction Générale de la Santé, c'est écrit en gros en rouge, le document est sur Internet, attention, on a 8 décès suspects à la suite de la campagne. Donc dès le début, il y a des problèmes. Dans tous les pays qui vaccinent. Il y a des problèmes immédiatement en Israël. Je cite ce pays parce qu'on a des données qui sont de bonne qualité là-bas. Et ils ont vacciné toute leur population au mois de mars 2021, il me semble. Et ça a été parmi les premiers. Et donc, on a eu, dès le mois de mars 2021 en Israël, des remontées de décès importants, avec un pic de décès chez les jeunes qui venaient de se faire vacciner en mars 2021. Et donc, on a même pu analyser ça. Je dis on, mais l'étude a été faite notamment par Alexandre Orion-Caude j'ai oublié son prénom, ils étaient deux, qui m'ont contacté à l'époque au mois de juillet en étudiant les chiffres que j'ai pu vérifier à ce moment-là pour essayer d'alerter les autorités le plus vite possible. Et on est tombé, comme tout le monde, sur un déni des autorités. Il fallait lancer la campagne de vaccination, quoi qu'il en coûte. Donc ça a été les premiers dénis. Et à cette époque-là, dès la fin de l'année 2021, j'ai pris attache avec Laurent Toubiana et on a commencé à réclamer au gouvernement français des données de décès des Français selon leur statut vaccinal. C'est-à-dire, on voulait savoir, pour tous les Français qui décèdent, tous les Français qui décèdent, on a déjà plein d'informations. Libre accès sur Internet, vous allez sur le site des décès ou sur le site de l'INSEE et vous avez le gouvernement qui met en place des fichiers nominatifs où on a chaque personne, chaque décès, son nom, son prénom, sa date de naissance, sa date de décès, son lieu de naissance, son lieu de décès. Et tout ça, ce sont des données publiques. Chaque décès d'une personne est entièrement public et on a les données sur Internet. Donc on a déjà tout ça. Et nous, ce qu'on a demandé, c'est que le ministère de la Santé fasse l'effort d'appareiller ces données avec le statut vaccinal des gens, de façon à vérifier qui décédait. Est-ce que, on est bien en face, comme le prétendait le gouvernement, d'une pandémie mortelle qui ravagerait l'humanité et qu'on a un vaccin qui est sûr et efficace, et auquel cas, on devrait voir de manière très nette dans les résultats de décès que ce sont en écrasante majorité des non-vaccinés qui meurent. Si on voit à l'inverse qu'il y a autant de non-vaccinés que de vaccinés, ou plutôt que la proportion de vaccinés parmi les décès est la même que dans la population, c'est qu'en fait, il se passe rigoureusement rien. Et s'il y a trop de vaccinés parmi les décédés, ça veut dire qu'on a un produit qui est potentiellement dangereux.
Et auquel cas, ce serait temps de faire quelque chose. Et dès qu'on a posé la question au gouvernement, on a obtenu, d'abord au ministère de la Santé, on a obtenu un grand silence, du déni, des refus de réponse. On a, dès que ça a été possible, saisi la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui, de façon à ce qu'elle pousse le ministère de la Santé à réaliser ces statistiques-là et à nous les fournir. La CADA a dit non, le ministère ne sait pas le faire, ne veut pas le faire et c'est beaucoup trop cher en temps. Donc quand on dépense, à mon sens, des milliards pour vacciner l'ensemble, des milliards d'euros pour vacciner une population, on devrait pouvoir trouver 15 jours d'un statisticien dans un ministère qui serait mobilisable pour faire ses travaux d'extraction de manière propre. Ben voilà, ça a été refusé. C'est la seule réponse que vous a donnée la CADA. Oui, tout à fait. Finalement, le ministère dit non. On a redemandé au ministère qui a dit non. Hélas, de manière très... Donc ça a suivi son cours, de déni en déni. Pour recouper l'information, il faut savoir que la CADA, sur d'autres affaires, comme celle par exemple qu'on va suivre beaucoup, celle des grandes surfaces qui s'installent illégalement en France avec la complicité parfois des préfets, quand on demande des documents à la CADA, ils disent oui, on vous les envoie, ils les envoient jamais. Ça, c'est quand même formidable. Oui, c'est intéressant dans une démocratie. Qui est la CADA en France ? Mais a priori, c'est assez nouveau. Et les avocats sont assez perplexes sur les nouvelles modes de la CADA, de ne pas envoyer, de ne pas faire, de ne pas pousser suffisamment les organismes à nous envoyer ce qu'on demande, ou à nous dire non, on le fera pas. On a tenté aussi d'autres actions. Laurent Toubiana, sur le site du Sénat, il a tenté de demander que soit mis en place c'est un référendum, je crois, où on peut demander s'il y a suffisamment de personnes on peut s'inscrire pour demander une enquête sur la vaccination et la libération des données. Donc faire un référendum, est-ce que combien de personnes veulent une enquête ? Oui, c'est ça, c'est sur le site du Sénat, on peut demander à faire ça. Il a rempli la totalité du formulaire, on a déposé et le formulaire a été retiré du Sénat. Et puis, quand Laurent Toubiana voulait regarder où ça en était, c'était écrit que c'était pas mis en ligne pour des raisons techniques. Non. Et on a su qu'en fait, c'est la demande, c'est une demande de pétition, pardon, pas de référendum. La demande de pétition a été retirée. Quand ils ont vu la teneur que c'était, ils ont choisi de la retirer et de la masquer. Et elle n'a jamais été diffusée. Et a priori, c'est une première. On est les seuls. Enfin, Laurent Toubiana est a priori la seule personne connue qui a eu sa pétition qui a été retirée du site sans aucun motif, où ça a été mis motif technique. Il n'avait pas de raison de la refuser et donc ça a été mis motif technique. Il n'y a jamais eu de pétition là-dessus. Non. Personne, aucun citoyen ou collectif n'a fait une pétition pour dire, voilà, il y a tant de personnes qui demandent en 2026 ou en 2025 avant une enquête pour savoir, est-ce qu'on peut avoir une enquête libre et éclairée sur combien de victimes y a-t-il sur les vaccins Covid ? Alors là, c'était une pétition qui concernait le fait de libérer les données. C'était vraiment, concernant les victimes, les vaccins, ça a été... il y a eu une enquête qui a été faite par le Sénat, qui a été menée par Cédric Villani, ça s'appelait, je ne sais plus comment, l'OPEST, je crois. C'était... Ouais, c'est ça. Oui. L'Office d'études des effets secondaires. Non, c'était sur les choix techniques, scientifiques et techniques. Mais voilà, qui a évidemment conclu rien du tout en interrogeant uniquement des personnes qui étaient favorables à la vaccination sans se poser de questions, dont on connaissait ou quasiment que cela. Donc, ce qui fait qu'on connaissait les résultats avant la fin. Mais voilà, nous, la pétition, c'était sur la libération des données. Donner accès aux données, a priori, vous avez tout ce qu'il faut. Et ils nous ont répondu non. Donc, ça a suivi son cours, de déni en déni. Et il y a l'association Bossens a saisi par une avocate, Maître Prota, le tribunal administratif de Paris pour obtenir ces données. Grande avocate, Diane Prota. Voilà, et en fait, le tribunal administratif de Paris, elle nous a répondu non, également, au mois d'octobre, au même motif que les autres, c'est-à-dire ces données n'existent pas, sont trop compliquées à recevoir, puis en plus, ça ne sert à rien. Et juste après la réponse du non, c'est là qu'est sortie l'étude d'Epiphare, disant à partir de ces données, c'est-à-dire l'appariement entre les données de décès et le statut vaccinal des gens, en disant il n'y a aucun problème avec les vaccins, c'est super, ça marche très bien. Voilà. Donc c'est pour ça que ça nous a fait réagir vraiment en cette fin d'année. Epiphare là-dessus ? En fait, Epiphare, on a appris grâce à leur étude qu'ils ont publié juste après qu'on se prenne un nom. Alors, ils ont publié leur étude dans l'intervalle de temps
où on a reçu le nom du tribunal administratif, mais on pouvait encore faire un recours. Donc on était à la phase de l'écriture du recours pour faire un recours et puis faire un appel. Donc dans la phase de réécriture d'appel, et là ils publient leur étude en disant en fait on a toutes les données, on y a un accès direct, c'est juste qu'on ne vous les donne pas. Et grâce à notre superbe étude, nous on montre que les vaccins sont sûrs et efficaces, tout ça. Donc voilà. Sans publier les données. Non, sans publier les données. Alors ils ont réussi à se faire publier par le JAMA, qui est un journal prétendument scientifique américain. Et voilà, sans donner accès aux données à personne, ce qui fait qu'il faut les croire sur parole. Donc ça, dans ce qui nous choque, ça a été cette demande qui nous semble à peu près légitime de pouvoir avoir accès à des données statistiques, je dis même pas nominatives, mais voilà, des données statistiques qui nous permettent d'évaluer la sécurité et l'efficacité en même temps des vaccins, qui sont des données classiques, juste le nombre de décès selon le statut vaccinal, point. Pouvoir lui suivre ça au cours du temps, vérifier qu'il n'y a pas de pic de décès à certains moments quand on vaccine les gens, etc. Enfin, c'est vraiment des données d'épidémiologie ou juste de démographie basique qu'on souhaite vérifier. Tout ça, ça nous est refusé, alors qu'on sait que c'est accessible. C'est pas accessible juste en appuyant sur un bouton. Ça demande un peu de travail, d'appareillement de données qui vont pas bien marcher entre elles parce que c'est pas les mêmes bases de données, parce qu'il y a des problèmes de déclaration, qu'il y a des problèmes de sources, etc. Mais voilà, c'est le travail du statisticien aussi, c'est normalement de faire son travail correctement et de réussir à produire quelque chose qui tienne à peu près la route. Mais bon, voilà, on demande ce que ce travail soit fait, et vu encore une fois les sommes engagées par l'assurance maladie, ça nous paraît relativement raisonnable de se poser des questions. Si ça n'est pas fait, c'est probablement non pas parce que ça sert à rien, mais parce qu'on a beaucoup trop peur de ce que ça révélerait. Donc voilà, c'est ça ce qui nous a choqué le plus, c'est ce refus d'accéder à des données qui mériteraient d'être publiques et qui permettraient à chaque citoyen de se poser des questions et de réfléchir à l'opportunité qu'il y avait de réaliser cette vaccination de masse. Et là, dans cette partie de l'entretien, où est-ce que tu préfères aller ? Parce qu'on peut faire le parallèle entre ce dont tu parles là, on travaille ensemble hors micro, donc on peut en parler. En Angleterre, il y a eu du nouveau par rapport à la transparence là-dessus, ou le manque de transparence des agences. Alors en Angleterre, il s'est passé pas mal de choses, si je fais un peu de manière chronologique. Cette idée de libérer les données de décès selon le statut vaccinal, en Angleterre, c'est depuis longtemps qu'ils les donnent. Alors en Angleterre, la situation est particulière d'un point de vue des chiffres, puisqu'il y a différents offices statistiques. Angleterre, Pays de Galles ont un office statistique commun, et il y a l'Écosse, c'est même l'Angleterre, Pays de Galles et Irlande, c'est dans du Nord, et l'Écosse a son propre institut statistique, qui ensuite fournit les chiffres à l'autre, mais les Écossais, ils ont gardé un certain savoir-faire autonome. Et les Écossais, dès le début de l'année, je vais dire de bêtises, mais en gros 2022, ils ont commencé à publier des données de décès selon le statut vaccinal. Des Écossais, selon le statut vaccinal. Et alors pas des décès toutes causes, c'était des données estampillées Covid, elles sont toujours en ligne, si on cherche un peu on peut les trouver. Et au bout de la 3e semaine de diffusion de données, il tombait sur le cas où c'était les vaccinés qui mouraient largement plus que les non-vaccinés dans leurs données, alors que c'était données de décès stratifiées par âge, etc. Donc normalement, il n'y a pas de biais à l'intérieur. Et au bout de 3 semaines, ils ont donc décidé d'arrêter la diffusion de ces données parce qu'ils ne voulaient pas alimenter les discours anti-vax. Donc, vu que les données n'allaient pas dans le bon sens. Donc là, Ils ont dit ça publiquement ? Oui, c'est encore la trace sur Internet. Alors, ils n'ont pas dit que c'était pour alimenter, ils n'ont pas dit le mot anti-vax, mais très clairement, c'était pour ne pas alimenter la défiance vis-à-vis du vaccin. Ouais. Voilà. C'est bien la raison invoquée. Et cette raison-là, on doit encore la retrouver sur des articles de presse anglais en cherchant sur Internet. L'Angleterre, de son côté, a publié des données, mais eux, ils l'ont fait de manière un peu différente, puisqu'ils trouvaient que le vaccin fonctionnait, pour le faire très court. C'est-à-dire qu'ils avaient des pics de décès chez les non-vaccinés, en disant, voilà, regardez comme le vaccin protège, les vaccinés meurent moins. Mais il y a une équipe anglaise menée par Norman Fenton, qui est un statisticien anglais très connu, qui a étudié ces données, qui a montré de manière assez simple que ces données sont bidons et que c'est assez facile à prouver. C'est assez facile à prouver puisque chaque campagne de vaccination anglaise, on trouvait des décès aberrants.
La logique étant la suivante, quand l'Angleterre lance sa grande vague de vaccination de masse de la première dose, pour précision, nous en France, on a fait une dose, 2 doses par âge à 15 jours d'intervalle. Les Anglais, ils n'ont pas fait ça. Les Anglais, ils ont fait, on vaccine tout le monde en même temps, première dose. Puis ensuite, 6 mois après, on vaccine tout le monde en même temps, deuxième dose. Puis ensuite, 6 mois après, on vaccine tout le monde en même temps, troisième dose. Donc la vaccination s'est faite de manière différente. Et du coup, quand ils ont vacciné massivement les Anglais pour la première dose, dans les statistiques, pile pendant la période de vaccination, on a vu un pic de décès dans les statistiques, des gens non vaccinés. Donc c'est intéressant comme résultat. Vous lancez une campagne de vaccination pour la première dose et vous avez des non-vaccinés qui décèdent en masse. Donc ils disent, voilà, c'est le nouveau Covid qui arrive pile pendant la période de vaccination. Donc là, on est un peu dubitatif. Mais bon, passons. Et là, ils lancent ensuite leur deuxième vague de vaccination pour la deuxième dose. Donc là, ils vaccinent massivement pour la deuxième dose. Et là, ils ont un pic de décès colossal des personnes qui ont reçu une dose. Et absolument rien chez les non-vaccinés. Et donc là, ça fait sourire, parce que qu'est-ce que c'est que ce nouveau variant de la deuxième dose qui s'attaquerait qu'aux premières doses ? Et quand ils lancent leur troisième dose, les Anglais rebelotent. Ils lancent la troisième dose, et là, ils ont un pic de décès dans les statistiques pour les gens qui ont reçu 2 doses. Voilà. Et la seule, donc, ce que c'est complètement aberrant dans les stats, et ce qui est très facile à montrer, c'est que ça montre qu'il y a un problème dans les statistiques, tout bêtement, et qu'il y a un décalage temporel entre le fait qu'une personne soit vaccinée et le fait qu'elle soit enregistrée comme vaccinée. Et donc, on retrouve dans les données anglaises un grand résultat dont on va parler sur les autres pays, qui est montré là par Norman Fenton. C'est tout simple. Quand une personne est vaccinée, elle va être considérée comme non vaccinée pendant 15 jours. Pour reprendre l'argument qui a été utilisé par Pfizer, Moderna dans leurs études, les 15 premiers jours de vaccination ne comptent pas, et donc tous les problèmes qui arrivent pendant cette personne-là sont considérés comme pas dus au vaccin, puisque la personne n'est pas vaccinée. Si t'es rien arrivé pendant 15 jours, enfin non, ce qui t'est arrivé pendant les 15 premiers jours, ça compte pas. Tu n'es considéré comme non vacciné. Et on dit le vaccin n'est pas efficace. Ce qui fait que pour les données de mortalité... Il y en a plein qui ont eu des réactions pendant les même 3 premiers jours. Oui, mais dans les données, c'est ce que font Pfizer et Moderna dans leurs études. Ils neutralisent la première période en disant le vaccin n'est pas efficace, donc ça compte pas. Et donc dans les données de mortalité, toute personne qui décède dans les 15 premiers jours suivant sa vaccination est considérée comme non vaccinée. Donc là, on a une période de vaccination, vaccination de masse pour la première dose en Angleterre. Il peut arriver que des personnes meurent alors que ça n'a rien à voir avec le vaccin, un accident de voiture, peu importe, tout à fait. La vieillesse, les accidents domestiques, peu importe. Mais voilà, si elle décède juste après son vaccin, quelle que soit la raison, elle est considérée comme non vaccinée. Ce qui fait que dans les statistiques, on va avoir un pic de mortalité de non vaccinés, puisque voilà, on va rajouter à la mortalité normale tous les morts des vaccinés qu'on va mettre chez eux. Ce qui crée artificiellement une surmortalité dans les statistiques, qui n'a rien à voir avec la réalité, mais c'est ça le problème de comptage. Et c'est pour ça qu'ensuite, pareil, deuxième dose, on donne sa deuxième dose à tout le monde, tous les une dose qui décèdent pendant les 15 jours sont considérés comme étant des une dose, et ils vont gonfler les statistiques de mortalité. Et donc c'est grâce à ces aberrations qu'on a pu démontrer, que Norman Fenton a pu démontrer, que les données anglaises sont faisandées et qu'elles ne considèrent pas la bonne date de vaccination, mais bien les 15 jours suivants. Ça a été admis à demi-mot par l'Office national anglais. Si on va chercher faut prendre le temps de le faire, dans les fichiers Excel, les tableurs qu'ils mettent à disposition, il y en a un d'entre eux où on a commencé à corriger quelques milliers de décès qui n'étaient pas dans la bonne catégorie. Il faut vraiment fouiller. Mais de toute façon, la preuve générale, c'est celle-ci. C'est quand on trouve des chiffres aberrants dans les courbes. Qu'est-ce que tu ressors de ces modifications qu'il y a eu, où ils disent on s'est trompé de quelques milliers, c'est sur quoi, sur quel type de catégorie? C'est dans toutes les catégories d'âge. Au final, c'est quand ils font cette... Qui disent par exemple, on a dit en 2022 qu'il y avait 500 morts, en fait c'est 5000. Non, ils disent, sur 1000, je sais plus, je crois que c'était dans le fichier, il y a 1200 morts qui étaient chez les non-vaccinés, alors que ce sont des personnes vaccinées, on les a retransférées au bon endroit. Après, ça ne change pas la tronche de leur courbe en général, ce qui fait que leur courbe reste aberrante, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de travail que ça à faire. Et il est fort probable que le décalage de 15 jours, je ne sais même pas s'il est
possible à identifier de bonne foi dans leur base. Il suffit par exemple que l'information remonte tardivement, au bout de 15 jours, et un statisticien peut se retrouver avec une personne qui a une date de décès qui est antérieure à sa vaccination. Donc qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui est décédé le 1er juin et dont on voit dans le fichier vacciné le 13 juin ? Il est fort probable que dans ces cas-là, un statisticien de bonne foi dise non, mais c'est pas la bonne vaccination, je l'enlève. Mais si, en fait, c'est juste qu'on est en train de pas regarder les bonnes choses, on est en train de regarder une date qui est une date de remontée de la donnée et pas une date de vaccination effective. Mais comment savoir la vaccination effective ? J'en sais rien, quoi. Donc voilà, en tout cas, ce qui nous permet de savoir les données anglaises, vu qu'ils nous fournissent les données, c'est de comprendre comment sont manipulées d'une certaine manière les données. On ne sait pas à quel niveau. Ce qui fait que toute la chaîne qui produit le tableau peut être de bonne foi. Eux, c'est des données qu'ils ont reçues. Ils font les calculs, ils mettent en ligne. Sur le site, tout ça, c'est en ligne et tout le monde est de bonne foi. C'est juste qu'il n'y a personne qui maîtrise comment la donnée a été récupérée initialement, quoi. Et c'est cet exemple, pour finir avec l'Angleterre, il y a ces périodes de lancement des vaccinations là, pendant les 15 jours où on voit des aberrations. Mais ensuite, une fois que les gens sont vaccinés et qu'on suit les personnes dans le temps, on a passé la fenêtre des 15 jours, là on peut regarder ce qui se passe. Et avec les données anglaises, je l'ai montré aussi, on prend les données anglaises et on se rend compte qu'à moyen terme, une fois qu'on a passé la fenêtre des 15 jours, ce sont les vaccinés qui meurent le plus. Et que plus on est vacciné, plus on meurt. Les taux de mortalité augmentent en fonction du nombre de doses qu'on reçoit. Ça, on peut l'affirmer par rapport à ce qui est diffusé aujourd'hui. Oui, bien sûr. J'ai montré sur ma chaîne comment est-ce qu'on fait les calculs. J'ai même mis un petit tableur en ligne que tout le monde peut consulter en mettant tous les liens pour aller chercher les données anglaises. Décoder l'écho, sa chaîne. Et pour voir que, quelles que soient les tranches d'âge qu'on prend, on retrouve le même résultat. Il y a légèrement plus de décès chez les vaccinés. Alors, c'est pas une hécatombe, ça signifie que les Anglais, les autorités anglaises se retranchent pour dire oui, mais vous comprenez, les vaccinés, ce sont des gens très malades qui sont en très mauvaise santé. Ce qui est assez drôle puisqu'ils nous ont bassinés pendant des années en nous disant les non-vaccinés, ce sont des alcooliques, fumeurs, qui savent pas lire, des illettrés, etc. Et donc voilà, maintenant qu'ils ont le résultat inverse, ils retournent leur chemise en disant non, finalement, ce sont les vaccinés, les non-vaccinés qui sont en meilleure santé, c'est intéressant. Et du coup, c'est pour ça qu'ils meurent moins. C'est pas à cause du vaccin, c'est parce qu'il y a un biais de base qui serait que les non-vaccinés seraient déjà en meilleure santé. C'est incroyable. Et il y avait cet article-là, est-ce que tu avais vu ça ? On en avait parlé dans un Nexus Refait l'actu il y a quelques semaines, maintenant quelques mois. C'était en novembre dernier. C'est le Télégraphe qui montrait ses propres travaux en étant allé voir ils disent le gouvernement, donc le UKHSA, c'est le Royaume-Uni Health Security Care, c'est l'agence du médicament anglais. Ils étaient allés les voir et leur demander plus de transparence sur leurs chiffres. Et là, c'est l'agence nationale du médicament anglais répond ce truc incroyable. Non, on ne donne pas les données puisqu'on ne veut pas affoler la population et pour le bien-être psychologique de la population. Et où on est là ? Donc nous, on peut même pas faire des émissions crédibles avec tout. Enfin, si, elles sont crédibles, mais on peut pas montrer de chiffres parce que les officiels ne veulent pas donner de peur, de faire peur à la population. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ils disent, ça c'est la raison officielle. La réalité, c'est qu'ils attendent de ne plus être au pouvoir parce que ces chiffres, on les aura. Dans 5 ans, 10 ans, je sais pas combien, 20 ans, on les aura. Mais les coupables ne seront plus... ils seront aux Maldives avec tout l'argent qu'ils auront peut-être touché des comptes offshore. Ça, c'est mon interprétation. Sur le Télégraphe, on a vu aussi c'était une journaliste qui avait été missionnée par un responsable de gouvernement anglais pour lui écrire sa biographie pendant la crise et qui avait balancé tout ce qu'elle avait eu dans son WhatsApp là, sur le fait que depuis le début, ils étaient au courant qu'il n'y avait rien qui marchait, qu'il y avait des problèmes. Enfin, en Angleterre, on a eu quand même certains articles de révélation qui datent pas d'hier, mais qui montrent que... Ça, c'était quand, ça ? Ça devait être l'année dernière ou il y a 2 ans. Ah oui, j'avais raté ça. Et donc, en Angleterre, oui, il y a des choses qui sortent, qui grattent un petit peu de la part d'une certaine presse. Bon, même si c'est une presse qu'on aurait peut-être aimé voir plus active entre 2020 et 2022, quand c'était un peu chaud. Mais voilà. On prend ce qu'il y a à prendre. C'est ça. Mais en Angleterre, il y a des éléments. En tout cas, sur les éléments statistiques, c'est quand même
un des pays, en tout cas, qui a fourni le plus de transparence, même si, encore une fois, les données sont pas bonnes. On a pu vérifier qu'elles n'étaient pas bonnes. Alors que chez nous, on ne peut rien vérifier du tout parce qu'on ne les a pas. Et donc, ils ont pris le risque, les Anglais, de mettre en ligne les données, alors en nous disant que ça prouvait que les vaccins étaient efficaces, ce qui n'est pas du tout le cas, et ce qui nous a permis ensuite, en tant que statisticiens, de les décortiquer et de voir tout ce qu'elles n'avaient pas à l'intérieur pour comprendre comment elles étaient construites. Ce qui pose une difficulté, évidemment, pour des autorités, où ils savent très bien que s'ils mettent en ligne des données, même qui d'apparence servent le discours, il y aura de nombreuses personnes qui vont les télécharger, les étudier, et toutes les failles qu'il y aura à l'intérieur qui démontreront qu'elles ont été touchées, on les trouvera. Il y a énormément de méthodes qui permettent de trouver qu'une donnée est touchée et pas cohérente, et quand on est nombreux à chercher, on trouve. C'est beaucoup plus difficile de masquer correctement une donnée et d'en faire quelque chose de crédible que de l'analyser pour montrer qu'il y a des problématiques à l'intérieur. En tout cas, donc l'Angleterre a fait ce premier pas. Ça a donné des idées aussi à d'autres personnes dans d'autres pays de faire des demandes. On rappelle très rapidement, on en reparlera tout à l'heure, sur Emmanuel Darl et Vincent Pavant qui ont aussi demandé au niveau européen et qui ont eu les mêmes problèmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui se répète. Je vois le temps passer. Parle-nous de la République tchèque et de l'Italie. Tu veux commencer par quoi ? Je sais que c'était tes gros travaux ces derniers temps. On peut commencer, ce sera un peu plus court. Mais Tu feras tout un article aussi dans Nexus. Dans Nexus, je détaillerai tout ce qu'on trouve à l'intérieur. Là, je vais en parler pour vous expliquer un peu ce que c'est. Dans notre magazine papier, pardon, j'étais pas clair. Oui, dans le magazine papier, j'aurais pu lire un gros article dessus. En Italie, pour faire commencer chronologiquement, c'est dans cet ordre-là, et puis c'est un petit peu plus simple. Il y a un papier qui a été peer review et publié, où des chercheurs ont demandé accès à des données, c'est même par voie de la justice, des données qui provenaient de la région Émilie-Romagne. Quels chercheurs ? Est-ce qu'on les connaît ? Alors, ils sont cités dans l'étude, je n'ai pas retenu les noms. Parce qu'il y en avait déjà il y avait même eu un congrès franco-italien en 2022 où des chercheurs italiens étaient venus rencontrer les chercheurs aussi, les penseurs français à Paris. Tout à fait. Et dans leur démarche, ils ont réussi à obtenir les données de mortalité selon statut vaccinal en Émilie-Romagne, de façon à pouvoir les exploiter, puis à voir aussi si la vaccination est sûre et efficace. Et ils sont tombés sur les mêmes écueils que pour l'Angleterre, avec les mêmes aberrations. C'est-à-dire, voilà, on lance une campagne de vaccination, tout d'un coup, ce sont que les non-vaccinés qui meurent, avec des pics de mortalité, etc. Et ils ont découvert, et ça fonctionne très bien, pour les premières doses, deuxième dose, comme en Angleterre. Et comme Norman Fenton, en fait, a découvert le poteau rose et expliqué à tout le monde comment est-ce qu'on découvrait la supercherie, tout le monde peut le faire. Et donc là, les chercheurs, ils ont vu les données et puis ils ont découvert le même fonctionnement. Avec exactement le même principe, à savoir des données qui sont faisandées pendant 15 jours, c'est-à-dire, Oui, voilà. pendant 15 jours, on est considéré non vacciné. Donc, ils ont fait le travail. Tous les pays européens ? Oui, tout à fait. Tous les pays sur lesquels on réussit à avoir des données. D'accord. Donc ça, c'est très dur de savoir ce qui est en interne dans toutes les sources, mais en tout cas, dès qu'il y a quelque chose qui transparaît, on est là-dedans. Jusque-là, c'est ça qu'on va. Et ça me paraît logique, puisque, encore une fois, dans Moderna, Pfizer, c'est ce qu'on a montré, c'est la méthode qu'ils utilisent. Et dans Pfizer, je l'ai beaucoup étudié. Alors pour Pfizer, vous pouvez lire, encore une fois, le livre de Christine Coton, Tous vaccinés, tous protégés, qui détaille la totalité de la méthode. Et elle a un regard de biostatisticienne, donc elle montre que les bonnes pratiques ne sont pas respectées dans l'étude de Pfizer. Moi, j'ai relevé en tant que statisticien en lisant l'étude différentes ficelles que j'ai trouvées extrêmement grossières. La neutralisation des 15 premiers jours, elle est dedans. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même pas mal de gens malades pendant 15 jours. En plus, les gens avaient plein de tests positifs, tout ça parce qu'ils étaient malades, donc ça n'allait pas. Et pour pouvoir prétendre une efficacité, il leur a fallu neutraliser ces 15 jours-là. Donc dire, finalement, ces 15 jours, on ne les compte pas, ça ne va pas compter dans l'état du vaccin, on compte après les 15 jours, entre 15 jours et 3 mois, c'est que ça qu'on compte. Et c'est comme ça qu'ils peuvent prétendre une efficacité vaccinale, dont j'explique dans le livre pourquoi c'est du vent d'ailleurs. Mais voilà, et donc cette méthode-là, on neutralise les 15 premiers jours, elle se répercute ensuite partout, dans tous les pays qui mettent en place la vaccination. Donc voilà, je suppose qu'il y a dû y avoir des cabinets de conseil, des personnes qui ont un peu dit aux États, la vaccination c'est très bien, mais pendant 15 jours ça ne marche pas, et là on ne sont pas protégés, donc vous ne comptez pas. Et on ne compte pas ce qui se fait à l'intérieur. Et donc de cette manière-là, c'est ce qu'on retrouve en Angleterre, comme je l'ai dit, et aussi en Émilie-Romagne. Et en Émilie-Romagne, ils ont fait l'étude complète.
C'est quoi ça? Émilie-Romagne, c'est une région de l'Italie. Et ils ont fait l'étude complète et ils ont fait un petit modèle de façon à recorriger les données. C'est-à-dire, maintenant qu'on a compris qu'il y avait un problème de décalage de 15 jours, eh bien on va corriger le décalage de 15 jours, on va remettre dans les données, on va recorriger les données de façon à neutraliser cet effet-là. Et si on neutralise cet effet, on trouve des mortalités qui sont démentielles pour les vaccinés par rapport aux non-vaccinés, jusqu'à x3 selon les tranches d'âge. Enfin voilà. Donc, et ils ont publié leurs travaux, puis ils se sont fait aussi peer review, donc leurs travaux sont publics. Leurs travaux sont publics, mais sans les données, puisqu'ils ont eu interdiction de diffuser les données aussi. Ce qui fait que moi, en tant que statisticien, je ne peux pas vérifier les travaux en question. Bon, vu que c'est peer review, ça a la même valeur a priori vu par les pairs. Et voilà, pour les médias mainstream, que ceux qui disent que les vaccins sont sûrs et efficaces. Bah là, il y a une étude contraire de la même manière, avec pas les données non plus malheureusement, mais qui dit exactement l'inverse. Donc il y a un moment, il va peut-être falloir se poser des questions, organiser un petit débat pour savoir qui a raison là-dedans. C'est là où c'est formidable, parce qu'ils arrivent et puis ils disent « Ah, il y a les méchants qui font des fake news », ou dont le magazine ou les livres sont bourrés de notes et de « vous pouvez aller vérifier », on ne demande qu'à ça, et eux publient avec des trucs non vérifiables et non transparents. Pour l'anecdote, nos travaux avec Patrick Meyer, qui est un chercheur belge, où on a démontré que pile quand on vaccine les gens, il y a une vague de mortalité. Et ça, c'est le cas partout en Europe. Lui, chez les jeunes, avec une méthode de machine learning, et moi, je l'ai montré pour toutes les tranches d'âge dans toute l'Europe. On a été peer review aussi. Et donc, dans le cadre d'un colloque international. Mais voilà, mais ça compte pas. On était méchants. Donc voilà, l'Italie, en tout cas, montre la même chose que l'Angleterre, avec une étude dont, cette fois-ci, je n'ai pas pu vérifier les données, mais qui est peer review. Et puis il y a un autre pays qui en début d'année scolaire, c'est-à-dire autour de fin d'été à peu près, a publié aussi ses données de décès selon le statut vaccinal, et c'est la République tchèque. Donc c'est pas un gros pays européen en termes de volume, mais il y a suffisamment de monde pour faire des stats quand même. Comment tu t'es intéressé à eux à la base ? Je me suis intéressé puisque beaucoup de monde m'en a parlé du fait que Steve Kirch avait publié un article disant qu'avec sa méthode, il démontrait que les données montrent que les vaccins sont néfastes. Alors sa méthode, il met dans un article, il dit « Regardez, j'ai mis mon code en ligne, mais j'ai été voir son code, mais malheureusement, les liens étaient morts, ça ne montrait plus. » Donc bon, un code, c'est en plus assez compliqué à lire quand ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Ça veut dire quoi, les liens étaient morts ? Ça veut dire que les liens donnaient sur un site qui s'appelle GitHub, qui héberge... Les liens URL URL, oui, pardon. Ah oui, d'accord. Okay. Sur un site qui s'appelle GitHub, où on pouvait mettre son code, mais ce n'était pas tout à fait, a priori, les bons onglets qui étaient mis dedans. Donc il faut fouiller à l'intérieur des différents onglets pour retrouver quelle partie de code il faut exécuter pour retrouver ce qu'il a fait, et puis ensuite il faut comprendre ce qu'il a voulu faire dans son modèle. Et donc plutôt que de faire ça, j'ai contacté quelques personnes que je sais qui savent coder correctement et puis connaissent bien les modèles, dont mon ami Zeb Riochet, ou Pierre qui a d'OpenVaet, qui a un Substact, pour aussi étudier les données, chacun de son côté, pour voir ce qu'on trouvait à l'intérieur, et puis se challenger, et puis voir si on n'écrivait pas des bêtises. Quand on fait un modèle, faut mieux être plusieurs à regarder quand même. On a vite fait, au sein d'une ligne de code, de mettre une bêtise ou bien de dire des choses erronées. Et donc j'ai étudié, et ça ferait notamment une bonne partie de l'article publié dans Nexus, et je montre aussi que et ensuite les différentes personnes avec qui ont regardé ont trouvé les mêmes résultats que moi. Donc on est solide, on avançait par itération, on a fait des erreurs, on s'est corrigé les uns les autres, et puis on a fini par trouver quelque chose de solide, et on retrouve les mêmes résultats que dans les données anglaises ou que dans les données italiennes, à savoir ce même décalage temporel avec, on lance une campagne de vaccination, boum, ça fait une vague de mortalité chez les non-vaccinés, et on retrouve exactement le même schéma. Donc voilà, c'est en étudiant ces données-là, on est sur le 3e pays, donc avec Angleterre, Italie, on est ensuite aussi sur la République tchèque, où on a la même façon de fonctionner qui permet de masquer le fait qu'il y a des problèmes d'effets indésirables, où on va attribuer les décès qu'on a aux personnes qui n'ont pas reçu de vaccin. Il y a un 4e pays que je peux citer très brièvement, qui est la Suède, puisque ils avaient publié des données aussi, mais pas les données, juste des résultats statistiques pour vanter les mérites de la vaccination. Et c'est Jessica Rose qui les avait challengés en leur disant est-ce que vous aussi, vous masquez les 15 premiers jours
suivant la vaccination, et elle avait une réponse positive. Qui est Jessica Rose? C'est une statisticienne. Steve Kirsch, on l'avait vu énormément dès les premières campagnes de vaccination. Lui était très actif. Oui. Mais Jessica Rose. Elle a aussi un blog sur lequel elle a beaucoup commenté des choses. D'accord. Il y a aussi une démarche de comparer les chiffres, faire de la stat. Ah ben ok. Et de quelle nationalité? Je vais dire une bêtise. Ouais, j'ai australienne en tête, mais je suis pas sûr de moi à 100%. Il y a eu beaucoup d'Australiens qui ont travaillé sur ces questions-là. Et en tout cas, elle a posé la question à l'Institut et l'Institut lui a répondu. Et ça, c'est vraiment une trace qui est exceptionnelle puisque l'Institut suédois lui répond oui, on a bien neutralisé les 15 premiers jours. Ce qui est assez fabuleux quand on publie les données de mortalité, de décaler toutes les données de façon à ce que ça nous arrange. Mais ce qui montre aussi, d'une part, quelque part la bonne foi et en fait le fait qu'il n'y a aucun machiavélisme derrière ça. S'ils répondent de manière aussi transparente, oui, on a bien neutralisé 15 jours, c'est qu'il n'y a pas de malice derrière. Ils font ce qu'ils pensent qu'il faut faire parce que ce sont les consignes qui leur sont données en répétant les mêmes filouteries que Pfizer ou Moderna, mais eux, ils ne le font pas par filouterie, ils le font parce qu'ils pensent que c'est la bonne méthode. Bon, ça, c'est assez effroyable sur le fait d'envisager le niveau qu'ont les personnes qui publient les statistiques dans ce pays, quoi. De ne pas avoir le recul nécessaire pour se dire « je suis quand même en train de faire une énorme bêtise ». Mais bon, donc voilà, ce qu'il y a à retenir, en tout cas, c'est que les données diffusées par les pays portent, celles auxquelles on a pu avoir accès puisque ça a été mis en ligne, portent tous le même biais, qu'on sait le déceler, qu'on sait le mettre en évidence pour le mettre sous le nez des personnes qui le publient, même si elles le nient, et que quand on fait des traitements de façon à neutraliser cet effet ou à regarder à long terme, on réussit parfaitement à trouver qu'il y a quand même des problèmes sérieux avec les vaccins. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est l'omerta qu'il y a sur ces données, le refus de laisser accès aux citoyens à ça. C'est ça, vraiment, qui m'a vraiment choqué ces derniers mois et qui fait que, voilà, j'ai écrit un article pour Nexus et encore, j'ai communiqué pas mal dernièrement sur les effets indésirables. Passionnant. Effectivement, c'est vraiment des cas sur lesquels il faut qu'on puisse suivre. Est-ce que les gens peuvent aller faire des recherches particulières eux-mêmes ou pour l'instant, ça ne reste qu'à des experts spécialisés qui savent comment faire ces recherches ou alors envoyer des mails aussi pour demander plus de transparence? Est-ce que les gens peuvent agir? Oui, les gens peuvent contacter leurs députés, leurs politiques aussi pour dire on veut accéder, on veut plus de transparence sur les données quand même. Enfin, c'est quand même la moindre des choses. En tant que citoyen, quand on reçoit par piqûre un produit, la moindre des choses, c'est quand même de demander des comptes, surtout qu'on était obligé de le faire parce qu'il y a eu une pression qui a été une pression vaccinale, un pass sanitaire, c'est demander des comptes aux politiques en disant on aimerait bien avoir les résultats de ce à quoi on a participé, plus ou moins volontairement. Donc il y a ça. Et pour ce qui est de la vérification des résultats, alors sur mon site, dans mes vidéos et dans mes articles, je montre où sont les différents liens qu'on peut aller chercher. Et pour ce qui est de la République tchèque, par exemple, j'ai tout le programme qui permet de produire l'ensemble des graphiques que j'utilise pour mon article et qui démontre la même chose que Norman Felton, je l'ai mis en ligne. Donc c'est un GitHub où je mets, toutes les étapes sont extrêmement détaillées. Celui-là, j'ai mis toutes les commentaires, j'ai mis en anglais de façon à ce que chaque personne, quelle que soit son origine, les langues qu'elle parle, puisse aller vérifier. Mais donc tout le monde peut dérouler l'ensemble des calculs que je fais. Alors évidemment, si on a un peu de compétences en statistique, en informatique, qu'on connaît GitHub et R, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, il y a l'IA qui peut permettre d'avancer et de vérifier des choses aussi. Mais voilà, moi, je mets tout ce que je fais, je mets tout en ligne de façon à ce que chacun puisse se saisir, refaire tous les calculs et vérifier la totalité de ce que je peux raconter. Au niveau de ce qui s'est passé avec les mails de Emmanuel Darl et Vincent Pavant qui ont demandé, à l'Eudra Vigilance, ça c'est la base de données à l'EMA, l'Agence européenne du médicament. Qu'est-ce que tu as pensé justement on rappelle, eux ont fait leur enquête indépendante, disent avoir certaines données que l'EMA dit être des données non autorisées, mais eux ont pu faire recouper certaines statistiques qui montrent une certaine mortalité particulière chez les personnes vaccinées, similaire à celle dont tu parles. Et l'EMA dit non, il faut absolument rendre inaccessibles ces données pour la raison suivante, on pourrait identifier
les individus si on révélait les codes des pays, puisqu'ils mettent tout pas cette censure, mais ce manque de transparence derrière des codes des pays. Donc on ne sait pas quel individu fait référence à quelle agence nationale de médicaments. Qu'est-ce que tu as pensé Est-ce que tu avais vu ça et qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors moi j'ai travaillé un peu sur ces données-là. Aux États-Unis, le système de déclaration des effets indésirables des vaccins et la mise en ligne de tous ces effets indésirables, ça se fait sur un outil qui s'appelle le VAERS. Et tout le monde peut aller consulter le VAERS, V-A-E-R-S. Et quand on y va, on tombe sur une page où quand on veut faire des comptages, ce qu'on appelle des extractions, en fait, on a juste à remplir des différents champs avec ce sont des petits items sur lesquels il faut cocher des choses pour dire j'aimerais bien avoir les données de l'âge des gens, selon l'année de l'événement, je voudrais les AVC, je voudrais les décès, je voudrais tel type de vaccin. On remplit tous les champs qui sont proposés dans une grosse page, on appuie sur un bouton et pouf, il sort toutes les données avec tous les recoupements qu'on veut. Et donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le VAERS. Pour Eudravigilance, c'est assez fabuleux parce que normalement, ce sont quand même tous les pays européens qui sont censés remonter leurs données au niveau européen et ils sont censés mettre en ligne ces données pour qu'on puisse regarder, nous, en tant que citoyens. Et alors, le site, il est absolument atroce, avec un moteur qui est complètement obsolète, qui est vraiment c'est une très vieille version d'Oracle derrière, qu'on peut voir qui est même plus à jour ou maintenu correctement. Bref, c'est vraiment un très vieux machin. On peut faire extrêmement peu de croisements. Donc, si on veut, par exemple, connaître le nombre de décès qu'il y a eu ces dernières années, on ne peut pas. Il faut aller vaccin par vaccin pour regarder ce qui s'est passé. Alors, et comme des vaccins Covid, maintenant, il y en a 36, parce qu'à chaque fois, ils ont changé la formule, et donc c'est une entrée différente. Voilà, il faut se palucher tout à la main. C'est des chiffres qui sont écrits en dur dans des cases, on ne peut pas avoir de tableau à la fin. Donc, tout est fait pour décourager la personne qui souhaiterait avoir des informations, en lui faisant multiplier le nombre d'étapes pour accéder à la donnée, devoir faire des recomptages elle-même, etc. Donc tout est fait pour l'empêcher. Et rien que ça, c'est antidémocratique. Oui, bien sûr. On devrait rendre facile, et pas que ce soit des statisticiens dont c'est le métier, qualifiés. On devrait tous avoir accès facilement dans une société vraiment démocratique à ces données. Alors, le site est tellement nul que je pèse mes mots, et qu'en fait, il est possible d'aspirer la totalité de leur base de données. Et donc, si on veut travailler, et il n'y a rien qui l'interdit de manière écrite, en tout cas, j'ai rien vu de ce côté-là. C'est-à-dire que tu peux le pirater Ce qui fait que parce qu'en fait, il fait quand on lance la requête, il charge la base et puis ensuite il envoie, il met les graphiques dégueulasses, tout ça, voilà. Mais donc, du coup, il y a moyen de récupérer toute la base qu'on veut derrière. Et donc, de faire des statistiques, notamment par pays, et de faire des croisements qui ne sont pas diffusés. Et donc, ce qui est demandé de la part de Eudravigilance, c'est de dire non, c'est complètement interdit, vous n'avez pas à faire ce genre de relevé statistique, faut surtout pas que vous fassiez ces croisements-là parce que vous pourrez remonter à la personne ou je sais pas quoi. Mais si les croisements sont possibles parce qu'on peut aspirer à un bout de base, c'est quand même de leur faute. C'est parce qu'en fait, ils mettent en ligne des données qui, visiblement, ils n'ont pas envie de mettre en ligne et qui permettent à tout un chacun qui s'y connaît un peu et le souhaite d'exploiter ces données-là. Alors, ces données sont quand même très utiles de façon à pouvoir... ce sont des données qui sont quand même anonymisées. On ne connaît pas la personne qui est derrière. On a des informations sur l'événement en lui-même, mais on ne sait pas qui. C'est parce que Dieu, officiellement, les MA qui, dans leurs mails, même nous, quand on leur a fait des mails, disent bien on pourrait identifier les personnes. Donc, on pourrait. Ils n'assurent même pas la sécurité de leurs propres données. Oui, bien sûr. Mais ce qui pose de grosses questions au niveau sécuritaire pour les Européens. Oui, et ce qui pose de grosses questions sur, mais ça je l'ai déjà dit de très nombreuses fois, sur la qualité de ce qui est produit et mis en ligne. Par exemple, on a déjà relevé qu'il y avait une différence notable entre les données de mise en ligne par Eudravigilance, je crois que c'est sur la Suède. Donc ils disent qu'il y a tant de problèmes d'effets indésirables en Suède pour les vaccins, avec tant de décès. Il n'y a même pas les décès par pays, mais bref, tant de problèmes. Vous allez sur le site suédois,
national de pharmacovigilance, vous avez des chiffres qui sont genre x10, quoi. Enfin, il y a rien de cohérent dedans. Donc il y a même des problèmes de transmission visiblement entre les différents organismes. Donc ce qui veut dire que au sein de la mise en ligne de Drafigilance, il y a des choses qui ne sont pas propres. Catherine Teillet, qui a travaillé pour mon livre et qui, pour faire certaines statistiques, a aspiré une partie de la base pour faire des comptages aussi, même si nous, on n'a pas diffusé des choses par pays, mais quand même, c'est comme ça qu'on a travaillé. Elle a montré des aberrations colossales au sein de la base, avec des gens qui disparaissent, enfin des dossiers qui disparaissent de la base, certains qui réapparaissent, tout ça. Normalement, une base de données, il n'y a jamais rien qui disparaît. On garde ce qu'il y a dans la base, et puis quand une donnée est erronée, eh bien on lui met un indicateur supplémentaire pour dire c'est erroné, ne le prenez pas en compte. Mais surtout, on ne fait pas disparaître une information d'une base. C'est pas comme ça qu'on travaille. On doit avoir quelque part en stock le fait qu'à un moment, cette information était dans la base, qu'elle a pu ensuite être corrigée, donc on peut mettre une autre ligne en disant bah voilà, maintenant celle-ci, on s'en sert plus, elle est mauvaise, on va plutôt servir de celle-là qui est la bonne, mais on fait pas disparaître comme ça des éléments en plus qui concernent des choses extrêmement importantes comme les effets indésirables post-vaccinaux. Tu dis que c'est une faute grave de leur part ? C'est une faute professionnelle extrêmement grave, oui, tout à fait. À moins qu'ils aient des bases en backup et que la base qu'ils nous fournissent ce soit pas la bonne et que ce soit une espèce de base tampon qui serve uniquement sur Internet. Mais bon, enfin, Catherine leur a demandé des dizaines de fois pourquoi ça disparaissait, ils sont pas capables de répondre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout qui charge, ils sont pas capables de répondre. Enfin, donc voilà, il y a quand même une problématique de compétences. On te voit avec une forme... On voit que tu vois un début de sourire quand tu en parles, et ce qui est normal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça maintenant ? Là qu'on a présenté tout ça, est-ce que tu les trouves ridicules ? Est-ce que De manière générale, et j'en ai parlé dans mon premier livre et aussi dans mon deuxième, une partie des problèmes que nous avons eus de la part des autorités, mais plus largement de beaucoup de personnes dans la société, même des scientifiques, c'est qu'on a quand même un gros problème de compétences. Avec des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de manipuler, qui n'ont pas le niveau, et qui, pour le coup, ça devient beaucoup plus facile de raconter des carabistouilles, de partir en politique de la peur et de faire croire absolument n'importe quoi aux gens, notamment de façon médiatique en racontant l'histoire Covid telle qu'elle a été racontée. En racontant un narratif. Voilà. Et un narratif de la peur, puisqu'en fait, les gens ne se sont pas assumés, n'avaient pas le niveau pour être suffisamment droits dans leurs bottes et se lever pour dire « Non mais là, vous racontez n'importe quoi, c'est pas du tout ça qu'on est en train de se passer ». Et malheureusement, si j'utilise un terme un peu fort, ce serait la médiocrité. C'est ce qui pose problème du fait de ne pas savoir s'interposer pour dire non, stop, c'est pas ça qu'on est en train de raconter. Et il y a tellement peu de personnes qui se sont élevées que ça donne une idée du niveau même scientifique général dans lequel on baigne. Une société de la peur qui fait semblant d'être à un haut niveau scientifique parce qu'elle dispose de technologies plus avancées que par le passé, mais qui est quand même au ras des pâquerettes d'un point de vue général de sa population et de sa population scientifique pour réussir à s'élever plus haut que les histoires racontées par les médias. En fait, ça va même plus loin. Oui, ça va même encore plus loin. Parce que là, quand on voit que toute la population, quand on voit débattre avec n'importe qui, on a du mal à trouver des personnes qui vont au-delà que de lire le titre et de s'informer vraiment, de d'écrire, de poser ses pensées, de d'écrire ce que les gens ont vu sur une semaine et puis de le relire 6 mois après. Enfin, ça n'existe même pas. Il y a très peu de pensée aujourd'hui. Que là, ce que tu dis, ça demande quand même de faire un minimum de travail intellectuel, d'aller chercher les données, etc., d'aller lire tes livres, les livres de... Aujourd'hui, il y a une grande production littéraire rebelle, ce qui est très bien. Mais oui, non, on n'en est même pas du tout à ce que tu dis, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, que soit dit en passant, les antivax qui étaient censés être des illettrés patentés, c'est quand même ceux qui ont vendu le plus de livres ces dernières années. C'est intéressant. C'est vrai, c'est-à-dire on a vu des succès littéraires de la part de cette population marginale et qui étaient censés pas savoir lire, ce qui est quand même assez drôle. Mais passons, oui, pour pouvoir
on va s'affranchir de ressenti, de la peur, de discours. Il faut, d'une part, savoir faut avoir les outils. Oui, même d'un point de vue, on va dire, plus psychologique, il faut peut-être avoir certaines armes. Mais si, en effet, on n'a aucun outil pour pouvoir résister factuellement à ce qui nous est donné, c'est beaucoup plus dur. Et de la part des scientifiques, le fait que autant se soit lancé dans la promotion de la vaccination, même en utilisant des modèles mathématiques absolument stupides, enfin bref, ou bien dire que les confinements étaient efficaces, ou bien parler du grand danger du méchant virus, tout ça, ça démontre, je pense, un niveau de médiocrité qui est colossal. Aussi évidemment comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça, c'est aussi c'est de l'opportunisme, puisqu'évidemment quand on rentre dans le discours officiel et bienvenu, c'est beaucoup plus facile d'être porté au nu, de passer à la télé, d'obtenir aussi des financements, mais ça c'est en deuxième plan. L'opportunisme, je pense qu'il naît de la médiocrité. Peut-être que ça entretient ensuite derrière, mais je pense quand même que un des principaux problèmes, il est là. Et du coup, à tous les niveaux. Au niveau de l'analyse, au niveau de la connaissance des données, au niveau de la recherche. Et tout ça, je pense qu'on est quand même dans une époque scientifiquement médiocre. Et sans compter qu'en plus, eux sont complètement valorisés, alors que nous, il faut passer par au-delà de la discrimination et du stigmate qu'ils mettent sur les épaules des personnes qui osent remettre en doute. On arrive vers la fin de l'entretien. J'ai oublié de te demander, je pense que je t'avais déjà posé la question quand on avait fait des travaux dans le passé, pourquoi et qu'est-ce qui te motive encore à aller chercher là, par exemple, ce que tu as vu en Italie et en République tchèque? Pourquoi tu continues à... Est-ce que c'est un pur plaisir d'aller voir des banques de données statistiques? Je pense que, en tout cas, moi, c'est une activité que je trouve assez riche, d'aller chercher une information pour voir si elle est juste. Et donc, pendant quelques années, ce qui m'a tenu, c'était l'urgence dans laquelle on a vécu covidienne. Pendant la crise, où pour le coup c'était un combat d'essayer d'éviter que mes enfants soient confrontés à cette folie humaine. Et donc c'était vraiment un combat. Mais sur d'autres sujets, que ce soit économiques ou d'autres que j'étudie actuellement quand j'ai du temps, c'est comme ça que je fonctionne. Donc s'il y a un sujet qui m'intéresse, je cherche à voir s'il y a des données qui sont exploitables. Et puis j'essaye de comprendre ce que l'on peut en tirer. Et quand je peux en tirer quelque chose, globalement, j'en fais un article ou une vidéo que je propose et que je mets en ligne. Mais ça, du coup, j'ai pas de stratégie particulière. D'ailleurs, ces derniers mois, j'ai beaucoup moins posté parce que j'avais moins de sujets. Mais voilà, c'est plutôt une manière de fonctionner, d'essayer de comprendre comment notre environnement, notre société fonctionne. Bien sûr. Et voilà, je suis quelqu'un qui ne lit absolument pas la presse mainstream et du coup je ne me tiens pas du tout informé comme ça, mais quand un sujet m'intéresse, je vais chercher dans des bases et je regarde moi-même ce que je peux en tirer. Et j'ai plein de zones d'ailleurs énormément où j'ai pas je suis pas fermé et j'ai pas forcément d'avis entièrement tranché et j'attends de voir ce que je peux en tirer en analysant avant de me faire une idée. Tu t'informes le plus chez qui d'ailleurs en termes de médias? Ou de réseaux sociaux ou n'importe. Je lis, comme je disais, je lis très peu. C'est plutôt c'est au hasard des lectures. Mais tu peux en citer ici. Non, mais c'est sur des réseaux sociaux, par exemple. Quand je lis certains, ça m'arrive de voir passer des articles, mais je ne saurais même pas citer des médias comme ça, un sujet. Et c'est en lisant un sujet comme ça que je creuse. Mais autrement, non, c'est quelque chose, on va dire la presse quotidienne qui, moi, m'intéresse extrêmement peu. Je préfère les sujets de fond. Très intéressant. Merci Pierre d'être venu. Tu voulais nous parler, j'avais noté les signaux faibles. Tu voulais dire un mot dessus, mais tu en as un petit peu parlé déjà tout à l'heure.
Oui, alors donc je rappelle que sur l'ensemble de mes écrits, de mes livres, qui sont encore disponibles, donc j'ai écrit un livre qui permet de comprendre la crise Covid-19 avec un regard un peu différent. Je le répète, moi je ne vois absolument pas la moindre trace d'aucun virus tueur qui soit intervenu à aucun moment. Et donc ça, j'explique comment est-ce qu'on le voit dans les statistiques. Ça, c'est dans Covid-19 ce que révèlent les chiffres officiels, et je démontre que l'ensemble des statistiques à nos dispositions prouvent ce que je suis en train de raconter. Plutôt, il n'y a pas de preuves en statistique, mais vont dans ce sens-là, et vont pas dans un autre sens. Il n'est pas possible de raconter l'histoire du virus tueur avec les statistiques qui sont à notre disposition. Il faut en faire abstraction. Et donc toi, tu disais, ce qui était un peu parfois, des fois, controversé chez certains, c'était, tu disais, il y avait la grippe pendant longtemps, et tout d'un coup, en 2020, il n'y a plus de grippe, et il y a le Covid qui arrive. Tout à fait, il y a le Covid qui arrive, parce qu'on a fait d'arrêter d'appeler la grippe, ça on le démontre, c'est un transfert de nomination. Et puis il y a d'autres choses qui sont mises en place. Tu as reçu très récemment Éric Mercier pour parler notamment de la facilité avec laquelle on fait passer l'arme à gauche à des personnes âgées en les accompagnant vers le décès. Et bien cette période... Sur les projets de loi de la fin de vie. Voilà, mais qui vont venir couvrir cette période covidienne où on a vu des excès absolument faramineux, concernant les personnes âgées, sur l'utilisation de produits comme le Rivotril, on en a pas mal parlé, mais pas que, pour faire passer l'arme à gauche à des personnes âgées qui étaient peut-être en fin de vie, en difficulté à certains moments, comme quand on est âgé et fragile, comme ça peut arriver à n'importe quel moment. Et ce sont les seules traces qu'on a de ces périodes Covid, c'est ça. C'est un changement de nomination où toutes les maladies désormais s'appellent Covid-19, et ensuite l'usage de produits dits palliatifs, mais à d'autres fins. Et mon deuxième livre, qui s'appelle « Victimes des vaccins Covid-19 », encore une fois, ce que révèlent les chiffres officiels. Cette fois-ci, j'étudie les dégâts de la vaccination. Encore une fois, c'était pour des collectifs de victimes. Le premier, j'ai aidé... Il y a un entretien avec toi cette année que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Nexus, si ça vous intéresse. Quand j'ai aidé le collectif Où est mon cycle, on a aussi Verity France et également le REVAV, le réseau des victimes des accidents vaccinaux. Puisque qui dit vaccin dit accident vaccinal, quel que soit le vaccin. Et donc il y a des associations de victimes pour tous les vaccins. Et puis aussi donc AA Victime qui va aussi aider les femmes qui ont des problèmes de menstruation à la suite de leur vaccination, et notamment dans la démarche de Où est mon cycle. Et donc dans ce deuxième livre, j'étudie et je montre qu'on a des effets de décès massifs suffisamment massifs pour être vus dans les statistiques, même si c'est pas une hécatombe, pendant les campagnes de vaccination chez les jeunes, mais quelles que soient les tranches d'âge. Et donc ça se voit, on a vraiment des décès qui se voient. Et puis on a aussi un effondrement de la natalité 9 mois après les campagnes de vaccination, et ça partout en Europe. Sur ce deuxième point, j'entends quand même beaucoup de gens me parler de signaux qu'ils ont, de personnes qui ne réussissent pas à avoir d'enfants, des couples soit qui n'en ont pas du tout, mais aussi assez souvent ceux qui s'en étonnent le plus, ce sont des couples, on va dire de 30 ou 40, qui sont dans les tranches d'âge où on a des enfants, qui ont déjà des enfants et tout d'un coup ne peuvent plus en avoir. Et donc ça, c'est un signal qui est assez fort, qu'il se passe quelque chose d'assez incompréhensible quand il y a une fertilité qui est avérée, puisqu'on a eu des enfants et que tout d'un coup, ça ne fonctionne plus du tout. Et ça, on appelle ça des signaux faibles. C'est-à-dire que quand on commence à avoir dans son entourage des remontées d'histoire de cette manière-là, c'est souvent signe qu'il se passe quelque chose. On appelle ça des signaux faibles parce que c'est pas une preuve, mais c'est quelque chose qu'on entend. Et quand les signaux faibles sont en parfaite cohérence avec les statistiques qu'on a, malgré l'omerta, on n'a pas le droit de dire que les vaccins ont causé des problèmes, et là c'est vraiment quelque chose de fort. Je vais te donner juste une toute petite anecdote. C'était juste avant la sortie de mon deuxième livre, j'organisais un repas avec des amis de mon épouse. Elles étaient une dizaine, toutes dans la même tranche d'âge, entre la vingtaine et la trentaine. Et une d'entre elles me demande ce que je publie, même si elles ne savent pas forcément quels sont mes travaux. Et je lui explique, notamment qu'on va venir en aide aux femmes qui ont des problèmes à la suite de leur vaccination, des problèmes de menstruation. Et elle me dit, moi, justement, j'en fais partie, alors qu'elle n'en avait jamais parlé. Et parmi la dizaine de jeunes femmes qui sont là, il y en a une autre qui dit, moi aussi. Et une autre dit, moi aussi. Et une autre dit, moi aussi. Et donc, ce qui fait que sur la dizaine de jeunes femmes, j'en ai 6, il me semble, de mémoire, j'écris dans mon livre, qui se mettent à affirmer devant tout le monde qu'elles ont des problèmes de menstruation à la suite de leur vaccin.
Jeune femme, vingtaine, trentaine? Oui, par là, autour de la trentaine. Ça allait, on va dire, ça allait de 25 à 35 à peu près. Ouais. À ce moment-là. Et toutes le disent, enfin 6 sur 10. 6 sur 10, c'est vraiment colossal. Après, on peut dire, oui, mais statistiquement, c'est pas ni significatif. C'est quasiment le symptôme, la pathologie qui a été reconnue par la plupart des médias traditionnels. À l'époque, c'était complotiste, hein, on n'avait pas le droit de le dire. Et toutes ces jeunes femmes qui étaient là, qui sont très proches les unes des autres, n'en avaient jamais parlé entre elles. Il a fallu qu'il y ait cette discussion-là pour que ça émerge. Et donc, 6 sur 10, on me dira oui, mais 6 personnes, c'est pas significatif. En fait, ça l'est. S'il y a ces 6 personnes en France, c'est pas significatif. Sauf que, en fait, si en faisant un barbecue à mon domicile, j'invite 10 personnes au hasard et que parmi les 10, il y en a 6 qui ont des problèmes de menstruation, ça veut bien dire qu'on n'est pas en train de compter du 1 cas sur 1 million. C'est pas possible. Et donc, en fait, ça, c'est du signal faible et qui montre que quand on commence à avoir une proportion dans son entourage proche de gens que l'on peut rencontrer qui ont des soucis ou bien qui ont eux-mêmes des gens dans leur entourage proche et que ça fait un cercle qui n'est pas si grand. Et quand on commence à avoir de la remontée d'informations comme ça qui arrive de gens qu'on connaît, alors que c'est un petit cercle, on sait qu'on n'est pas sur des événements rares. Et donc c'est ça qui est important à comprendre dans les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est des choses qui sont utilisées aussi en économie, qui sont suivies sur les entreprises, tout ça. Et c'est pas à négliger. Et les signaux faibles, en plus, ils sont d'autant plus importants que là, on est parlé de quelque chose sur lequel il y avait une omerta, il n'y avait pas le droit d'en parler, et les personnes qui en parlaient étaient stigmatisées. Donc une fois qu'elles en parlent, eh bien, c'est déjà quelque chose. Toute dernière question avant qu'on parte, parce qu'il est tard au moment où on enregistre. Moi, j'aime bien aller parler avec ceux qui sont pas d'accord avec nous, très souvent qui sont beaucoup moins informés, bizarrement, que nous, sur tout type de sujet. J'adore aller chercher le débat, mais sur cette question-là, il y a une surtension qui arrive. Donc, beaucoup plus facile d'aller parler des grandes surfaces qui s'installent également, des agriculteurs, d'aller parler du complotisme en général ou d'autres trucs. Mais alors, sur cette question-là, c'est extrêmement touchy, comme on dit. Il y a un tabou, il y a une tension qui vient dans la pièce dès qu'on parle dès qu'on amène le sujet. Bref. Toi, de ce que tu as vu dans les chiffres, on imagine que cette tension, elle vient parce que les gens savent, plus ou moins, plus que moins, qu'ils ont ça dans le sang. Qu'est-ce que tu leur dirais ou comment est-ce que tu abordes la question ou la gravité de la chose ? Alors, qu'ils ont ça dans le sang, moi je suis pas forcément partisan comment tu vois le truc ? De l'alarmisme qui a été donné sur la partie génétique ou les spikes, etc. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est les problèmes de santé identifiables à la suite d'un événement. Et la raison de pourquoi, de comment, ça c'est pas mon sujet. Et je rappelle dans mes livres que les vrais pics de mortalité et de problèmes identifiés ont lieu dans les jours, semaines à la suite de la vaccination. C'est ça qu'on voit dans les stats. Et donc, j'ai pas de problème à aller voir des gens qui se sont fait vacciner il y a des mois maintenant, qui sont aujourd'hui en bonne santé et qui ne veulent pas entendre parler d'un cancer qui va se généraliser de problématiques à long terme. Puisque moi, comme ce n'est pas quelque chose que je vois dans les stats, moi je leur parle de résultats que j'ai et sur lesquels je suis sûr et qui sont vérifiables, c'est des problèmes de mortalité court terme. Voilà. Pour ce qui est du long terme, j'observe plutôt un retour à la normale, de la mortalité. Chez les donc là, tu es plutôt rassurant pour les gens qui auraient fait le vaccin. Oui, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont eu qui sont malades, on va dire, de manière durable. Ça, j'en me soutiens même, par les actions, les livres soutiennent des collectifs qui ont soutenu, même financièrement, ces personnes-là pour se faire reconnaître. Ça, il n'y a aucun souci. Elles sont dans la panade, mais moi, j'ai pas de problème à reconnaître qu'il y a bien une problématique vaccinale. Ce à quoi je ne participe pas, c'est l'alarmisme qui dirait, 4 ans après, vous êtes en parfaite santé, mais le vaccin va déclencher un truc inconnu dans X années. Ça, pour l'instant, j'ai rien dessus et moi, je participe pas au fait de lancer des alarmes là-dessus et surtout pas que des gens se mettent en tête qu'il faut aller se faire son check-up quotidien et son scanner pour vérifier si on n'a pas un cancer qui pousse quelque part, etc. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Et c'est là où c'est intéressant, parce que moi non plus. Et donc, ça veut dire que les gens qui viennent mettre une tension dans ce débat-là, alors que la question n'est même pas abordée,
C'est-à-dire qu'ils ont ça dans un coin de la tête. Ils peuvent avoir cette peur, éventuellement. Ce qui mêle l'attention, c'est la peur, de toute façon. Donc, pour pouvoir en débattre, il faut commencer par... Enfin, moi, je commence par poser des bases qui sont celles-ci, on va parler de mon côté, moi, je parle que des chiffres, et tout le temps des chiffres. Donc on va parler des statistiques, de voir ce que l'on a vu, de ne pas jeter la pierre à la personne d'en face si elle a fait son choix à un certain moment, parce qu'elle avait un certain niveau d'information qui ont fait qu'elle a fait son choix, et puis c'est tout. Et d'essayer de parler factuellement de ce qui s'est réellement passé par le passé, c'est tout. Et s'en tenir là. De façon à éviter de rentrer dans un débat agressif où, de manière sous-jacente, on adresserait un reproche à la personne d'en face parce qu'elle n'a pas fait les mêmes choix que nous. Qui sont des choix qui ont trait à un parcours de vie, c'est tout. Et donc, moi, je ne juge pas une personne qui, à un moment donné, fait ce qu'elle pense être le mieux. Et puis, voilà, même si moi, j'ai fait un choix différent et que je pense qu'elle a eu tort. Mais voilà, il ne faut pas l'agresser en pensant qu'elle l'a fait de manière malveillante. Et puis, a priori, si elle a pris un risque pour elle-même, c'est plutôt elle qui peut être en difficulté sur le choix qu'elle a fait. Mais donc, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une tension et que la seule manière de l'apaiser, c'est d'essayer de rester factuel, de ne pas faire de reproches. Et puis, à mon sens, le fait de dire... les statistiques nous montrent qu'en tout cas, ça semble être passé aujourd'hui. Donc, on n'est pas en train de parler, d'agresser la personne en face en disant « tu vas mourir d'atroce souffrance parce que tu as quelque chose qui va pousser ». C'est pas ça. On part sur les bases et on essaye de faire le bilan de ce qui s'est passé. Donc là, finalement, tu es rassurant par rapport... Toi, tu pense que comment est-ce qu'on dit, le vaccin peut se diluer, se dissoudre, il ne resterait pas dans le corps. Je n'ai pas été jusque-là. Ce que je dis et ce que j'affirme, c'est que la mortalité, il y a eu des pics de mortalité post-vaccinaux et qu'ensuite la mortalité retombe à la normale. C'est-à-dire que, si on fait une analogie, quand on empoisonne une population, on va avoir un pic de mortalité au moment où on empoisonne les gens. Il peut aussi arriver qu'il y ait des personnes que le poison rend très malades et puis qui finissent par décéder, mais en ayant une résistance un peu plus forte. Et c'est le cas notamment des jeunes. Exactement, chez les jeunes sont la seule population qui, pendant assez longtemps après la campagne de vaccination, ont eu une surmortalité encore un peu visible. Comme si... les plus âgés ont été empoisonnés, ils sont morts direct, ceux qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas eu de chance à ce moment-là. Donc voilà, on a un pic de mortalité qui est net et qui s'arrête, alors que chez les jeunes, on a un pic de mortalité, puis ensuite une certaine traîne, mais qui tendance à revenir à la normale. Donc ce que j'observe en termes d'analogie, c'est un empoisonnement généralisé avec un produit qui, je ne sais même pas si c'est le produit ou si c'est l'injection, c'est-à-dire le fait de prendre une aiguille, de mettre dans l'épaule en appuyant comme un barbare, sans faire la méthode du retrait, donc on ne sait pas où on tape, et on va balancer un produit à haute pression, je ne suis même pas convaincu que ce ne soit pas sans danger. Et donc on ne puisse pas y avoir une part de la mortalité qui soit due au fait qu'on a balancé dans un circuit quelque chose à forte pression et qui a pu faire des dégâts tout du long. Donc moi, j'aime pas d'armes, les statistiques me disent pas si c'est le produit, plutôt que la manière dont on a fait ça. Et donc, en tout cas, on voit une mortalité. Toujours est-il qu'on voit des personnes qui ne supportent pas, et chez les jeunes, une certaine résistance et ensuite un retour à la normale. Et d'ailleurs, le fait de voir un retour à la normale, ça montre bien qu'on ne s'est pas gouré dans les statistiques et qu'il y a bien une surmortalité à un moment et qu'ensuite ça revient à quelque chose d'attendu. Mais voilà, donc il n'y a pas d'alarmisme à donner en racontant des choses, en tout cas ce ne sera pas de mon fait, sur un produit qui aurait certaines propriétés de moyen long terme ou qui va faire des choses. Moi, j'ai rien lu de convaincant pour l'instant à ce sujet, de quelque chose qui soit déterminant. Et plutôt, ce que montrent les stats vise plutôt à nous dire, bon, le plus dur semble être passé pour les personnes survivantes, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dégâts et des personnes qui ont des séquelles de long terme, etc. Il y a des aveugles, il y a des sourds, il y a des personnes qui ont... des difficultés à marcher, des difficultés cognitives. Enfin, il y a tout un tas de symptômes qui sont apparus, de dégâts qu'il y a eu dans certaines parties du corps, du cerveau, du cœur, parfois des poumons, des choses qui sont difficilement rattrapables, et avec lesquelles les gens doivent vivre avec, mais qui correspondent comme si c'était un empoisonnement qui avait détruit des choses sur son passage. Passionnant. Mais en tout cas, on peut utiliser ça pour apaiser le débat et puis dire non, on peut parler du Covid sans dire qu'il y aura des effets graves. C'est dans ce qu'on voit, on peut aussi être apaisé puisqu'il y a moins de problèmes sur le long terme. En tout cas, on ne les voit pas. En tout cas, on ne les voit pas. C'est toujours, faut prendre ce qu'il y a à prendre pour se rassurer. Merci Pierre Chaillot, c'était intéressant.
On a balayé tous les sujets que tu voulais aborder. Oui, tout à fait. Passionnant. Prochain livre peut-être cette année? Un projet en cours? Pour l'instant, il n'y a pas de projet de livre. J'ai des idées sur ce que je vais étudier prochainement, mais ça viendra quand ça viendra. Et l'article dans un des prochains Nexus, sûrement pour le numéro 2, soit mars-avril, soit le numéro qui sort au mois de mai, au plus tard. Donc voilà, surveillez, guettez. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver les derniers Nexus en kiosque ou près de chez vous. Et plus vous êtes d'abonnés, si jamais vous voulez vous abonner, plus on pourra en mettre dans tous les kiosques de France et en tirer un maximum grâce à vous. Si vous voulez, si vous le faites pas pour nous, faites-le pour embêter le gouvernement. Ça marche toujours. Merci encore, Pierre Chaillot. Allez voir sa chaîne sur Merci YouTube, Romain. Merci Décoder Nexus. l'écho. Et voilà. Merci à tous. À bientôt.